Bienvenue à tous à cette vidéo où nous continuerons avec le chapitre 3 sur les risques des mouvements de terrain en masse. Dans cette vidéo, nous verrons l'étude de la cartographie de ces mouvements et aussi la prévision et la prévention pour s'en protéger. La lutte et la protection contre les mouvements de terrain en masse. Les mouvements de terrain en masse sont des phénomènes environnementaux qui peuvent causer des catastrophes destructrices et désastreuses. Le Maroc en est particulièrement exposé. Il est urgent de lutter contre ces processus environnementaux pour s'en protéger. La lutte et la protection contre les mouvements de terrain en masse nécessitent l'examen sérieux et détaillé de 4 aspects relatifs à ces phénomènes. 1. Les évaluer pour se faire une idée des sites exposés. 2. Les étudier, les cartographier par différentes méthodes pour en cerner tous les aspects menaçants. 3. Les prédire en détectant les indices précurseurs. 4. Les prévoir pour s'en protéger en appliquant des corrections ou ce qu'on appelle des parades pour s'en protéger et stabiliser le terrain et par conséquent maîtriser ce risque. L'évaluation. L'apparition des mouvements de terrain en masse est le résultat de la conjonction de plusieurs facteurs qui peuvent être des facteurs permanents. Ce sont les facteurs qui prédisposent le versant à un mouvement de terrain en masse. Ces facteurs sont peu ou pas variables dans le temps. Par exemple, la nature et les propriétés mécaniques des matériaux, la présence de plans de rupture préférentiels suivant lesquels une masse se détache, la pente du versant et d'autres facteurs. Et 2. Les facteurs semi-permanents ou les facteurs évolutifs dans le temps. Les manifestations de ces facteurs peuvent engendrer une déstabilisation ou réactiver des mouvements anciens. On parle dans ce cas de facteurs déclenchants. Par exemple, les teneurs en eau des matériaux qui proviennent des précipitations ou des fuites de canalisation, les sappements de bas de pente lorsqu'il y a un cours d'eau ou un fleuve qui sape le bas de versant et qui déstabilise le versant. Les secousses sismiques peuvent aussi déclencher des mouvements de masse lorsque le matériau présente des faiblesses mécaniques ou une teneur en eau pouvant le déstabiliser. L'action anthropique, le creusement d'un talus de route ou d'une tranchée, les vibrations de gros engins mécaniques, le creusement des galeries souterraines, tous ces facteurs peuvent déclencher les mouvements de masse. Ainsi, avant même l'étude de chaque site, l'examen des facteurs nous donne une idée sur les sites prédisposés à subir des mouvements de terrain en masse. Au niveau de chaque site, l'évaluation nécessite une phase de reconnaissance qui comporte des études géologiques, géomorphologiques, géotechniques et géomécaniques, suivies d'une phase de modélisation qui, en intégrant l'ensemble des données recueillies, devrait aboutir à la caractérisation complète de la LIA. Donc, cette phase, c'est l'étude et la cartographie des zones exposées à des mouvements de terrain. Le premier aspect spatial de la prévision des mouvements de terrain est la cartographie. Il s'agit de localiser les principaux secteurs où ils ont plus de chances de se produire, puisque les futurs mouvements de terrain en masse ont plus de chances d'avoir lieu sous des conditions similaires à celles qui les ont provoquées dans le passé. Il faut donc commencer par effectuer un inventaire cartographique des mouvements existants qui se sont produits dans le passé. Alors, l'interprétation des photographies aériennes au satellite et la confirmation par un travail de terrain est devenu l'outil analytique d'identification des mouvements de masse à l'échelle régionale. Donc, l'étude de la cartographie des mouvements de terrain en masse peuvent être pratiquées grâce à différentes méthodes qui sont réparties en 3 catégories. Les approches déterministes, les approches heuristiques et les approches statistiques. Les méthodes déterministes. Le déterminisme est une notion philosophique selon laquelle la succession des événements et des phénomènes est due au principe de causalité. C'est un principe de cause à effet qui est fondé sur le caractère prédictif de ces phénomènes. Il faut donc chercher les causes de prédisposition et celles déclenchantes.
Ces méthodes se basent sur des analyses des paramètres physiques et géotechniques des versants ou des falaises pour la création des cartes de susceptibilité. Elles sont précises et objectives, mais leurs applications se limitent à de petites zones où sont réalisées les analyses. L'extrapolation des résultats sur l'ensemble de la zone d'étude reste discutable. Dans les zones à risque de chute de pierres et de blocs, d'abord il faut identifier des zones de départ potentielles des blocs par la présence de talus rocheux ou bien par la présence d'escarpements de barres rocheuses ou de falaises. Deuxièmement, l'étude et la caractérisation des faiblesses des zones de départ potentielles. C'est-à-dire il faut étudier les caractéristiques structurales des discontinuités existantes, les orientations, la persistance, les espacements entre les fissures et les diaclases, étudier les caractéristiques mécaniques de ces discontinuités, les ondulations de ces fissures, les ouvertures, les remplissages dans les fissures. Alors ces zones, généralement, c'est dans les zones où il y a des enjeux. Par exemple, un réseau routier, des habitations, une urbanisation, pour étudier le risque. Bien sûr, s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de risque. Alors tout cela pour arriver à la détermination de l'évolution du site en pratiquant une hiérarchisation zonale pour en déduire la sensibilité et les probabilités sur les périodes d'occurrence et des intensités que les phénomènes ont des chances d'atteindre. Zone à risque de glissement de terrain par solifluxion. Dans ce genre de risque, la prévision se base sur les paramètres de stabilité des pentes, la géométrie, la résistance du sol au cisaillement, le comportement du matériau vis-à-vis de la teneur en eau. Différentes techniques mesurent ces paramètres ponctuellement. 1. Le MNT, le modèle numérique de terrain, et les cartes dérivées. Donc il faut dériver un certain nombre de cartes du MNT, telles que la carte des pentes, la carte d'exposition des versants, la carte d'humidité relative, la carte des formes de versants ou des courbures des versants, comme les versants concaves, convexes, irrégulières. Deuxièmement, le moment de force de résistance au cisaillement. Ce sont des analyses à pratiquer sur des échantillons de matériaux pour déterminer la force nécessaire pour la rupture et la cassure de ces matériaux suivant certaines discontinuités. Troisièmement, les limites d'Atterberg. Ce sont des analyses pour déterminer la teneur en eau nécessaire pour la transformation d'un matériel de l'état rigide ou meuble à l'état plastique, limite de plasticité, ou bien à l'état liquide, limite de liquidité. Les vitesses d'infiltration pour déterminer le temps que le matériau fait pour s'imbiber et atteindre les transformations mécaniques qui les transformeront en un matériau qui peut fluer sous son poids. Ces méthodes déterministes se basent sur des résultats d'analyse effectués ponctuellement. Les résultats sont par la suite extrapolés ensuite spatialement pour hiérarchiser le terrain et cartographier un zonage de la susceptibilité des terrains au mouvement de masse. La deuxième catégorie de méthodes d'étude des mouvements de masse sont les méthodes heuristiques. Ces méthodes se basent sur le cadre géomorphologique qui est considéré comme étant le principal facteur déterminant pour l'évaluation de l'ALIA, sur les facteurs de prédisposition. Ces méthodes se basent sur les analyses géomorphologiques et sur la combinaison des cartes qualitatives thématiques, comme on l'a déjà vu pour le cas de l'érosion potentielle, qui a été cartographiée sur les cartes géomorphologiques, et l'étude qualitative de l'érosion potentielle par la combinaison des cartes thématiques qui sont les cartes de facteurs qui contrôlent l'érosion, pour en déduire une carte synthétique sur la vulnérabilité à l'érosion. Mais le résultat cartographique dépend fortement de l'interprétation du géomorphologue, rendant par conséquent la reproductibilité de ces cartes souvent aléatoire, parce qu'il faut toujours qu'il y ait l'expert pour expliquer la vulnérabilité, pour expliquer cette carte qualitative. Les poids et les classes des variables prises en compte n'est pas très fiable et ne tient pas compte de l'interdépendance des facteurs de prédisposition. C'est pourquoi les méthodes heuristiques sont des méthodes considérées comme dépassées. Les méthodes statistiques.
Ces approches permettent de quantifier la corrélation existant entre les facteurs de prédisposition et les mouvements de terrain grâce à un algorithme mathématique. Ces méthodes se basent sur la réalisation d'une base de données sur toutes les causes, les facteurs qui ont provoqué les mouvements de masse anciens et les traitent statistiquement pour en déduire un algorithme mathématique applicable universellement. En se basant sur la citation, les mouvements de terrain en masse se produisent toujours sous des conditions similaires qui les ont provoqués dans le passé. Ces méthodes sont plus objectives et plus facilement reproductibles et interprétables. Exemple de ces méthodes, la méthode qu'on appelle la valeur informative. Cette méthode a été appliquée sur la partie aval du bassin versant de l'Oued Sra, à l'est de la ville de Tiaounat, au Maroc, où la lithologie est majoritairement friable. Les marnes, les molasses, les schistes, les marnes schisteuses, ainsi de suite. Sur ce terrain d'étude, tous les glissements de terrain anciens ont été cartographiés, aussi bien les glissements rotationnels que les glissements translationnels, leurs zones d'arrachement et leurs zones d'accumulation. Les caractéristiques des terrains d'étude ont été ensuite cartographiées. Le modèle numérique de terrain et les cartes dérivées de ce modèle par le système d'information géographique, la carte des pentes, la carte d'exposition des versants, la carte des formes du versant et de courbure de ces versants, la carte de l'indice d'humidité relative. Ensuite, les cartes de lithologie et d'occupation des sols ont aussi été réalisées. Chacun de ces facteurs a été hiérarchisé sur le terrain suivant un canevas très détaillé. Par exemple, la carte des pentes, les classes des pentes varient de 5 degrés, 0,5, 5, 10, 10, 15, ainsi de suite. On superpose les cartes de glissement anciens avec le facteur et on calcule les proportions de surface affectées par le glissement. S est la surface totale qui a glissé, N est la surface totale de la zone d'étude, SI, la surface de la classe I qui a glissé, NI, la surface de la classe I totale, la surface totale de la classe I. La valeur informative permet de faire sortir un indice informatif sur la proportion affectée par le glissement de terrain pour chaque classe du facteur. Les résultats sont groupés dans un tableau où on a les variables, les surfaces des variables, les surfaces d'arrachement et on constate que les valeurs informatives sont élevées pour certaines classes. Graphiquement, en prenant tous les glissements de terrain, on voit que la classe 5-10, qui est la plus affectée, et la valeur informative diminue pour les classes de pente forte. Lorsqu'on sépare les deux types de glissements, on constate que les glissements translationnels affectent surtout les pentes faibles, 5, 10 et 10, 15 degrés, et que les glissements rotationnels affectent des pentes plus fortes, 15 à 25 degrés. Avec les autres facteurs, on constate que pour la lithologie, par exemple, ce sont les marnes schisteuses, les marnes et les molasses qui sont les plus affectés, mais traités séparément, on constate que les glissements translationnels affectent toutes les lithologies friables, alors que les glissements rotationnels dominent dans les marnes schisteuses. L'ensemble de ces facteurs permet de cartographier les zones qui ont subi et peuvent encore subir des mouvements de terrain. En représentation raster, dans un système d'information géographique, chaque pixel de chaque thème possède une valeur informative. Donc la carte de la susceptibilité est obtenue par la superposition des cartes thématiques et la somme des valeurs informatives de chaque thème. Le résultat est également groupé en classes. L'étude doit être complétée par l'examen des facteurs déclenchants. La séparation des types de glissement de terrain montre que la susceptibilité très forte des deux types de glissement ne se localise pas dans le même territoire. Plusieurs méthodes statistiques permettent de valider ces résultats. Troisième aspect de lutte contre les mouvements de terrain en masse, c'est la prévision dans le temps et dans l'espace. Deux aspects de la prévision sont à considérer. La prévision régionale et temporelle d'un côté et la prévision locale et aussi temporelle de l'autre. Pour la prévision régionale, les méthodes d'études cartographiques et analytiques ont pour objectif principal la localisation des menaces et des susceptibilités. La prévision
temporelle est basée sur l'existence de relations directes avec les facteurs extérieurs de déclenchement, eux-mêmes qui sont prévisibles. Certains facteurs comme les quantités de précipitations prévues peuvent donner une idée sur l'occurrence d'un type de mouvement. Et connaissant certains paramètres de prédisposition, on peut prédire la magnitude du mouvement. Les actions anthropiques de grande envergure doivent aussi tenir compte de la vulnérabilité du terrain à ce phénomène. La prévision locale. La prévision locale consiste à établir un diagnostic sur l'instabilité déclarée ou potentielle. On se base ici sur un coefficient qu'on appelle le coefficient ou le facteur de sécurité. L'appréciation de l'instabilité est souvent faite par des analyses géotechniques qui permettent d'établir un calcul dit de stabilité dans le cas des versants en équilibre précaire. Il s'agit de définir la forme et la profondeur de la surface de rupture probable pour prévoir le volume de la masse qui menace de glisser et prédire son imminence. Le coefficient de sécurité est simple. Le versant où le talus est en équilibre tant que les forces de résistance au déplacement, la cohésion des matériaux, la force de frottement, sont supérieures aux forces motrices, forces de déplacement. Le versant est en équilibre limite quand le coefficient est égal à 1. Sur un versant qui menace de glisser, il est bon de savoir si l'on est proche ou loin des conditions d'équilibre. L'intérêt principal de ce coefficient est d'évaluer les causes les plus importantes dans le déclenchement du mécanisme de rupture pour choisir les corrections les plus adaptées. Les drainages, les remodelages et les différentes interventions et les parades de protection que l'on va voir tout de suite. La protection et les parades de stabilisation des versants. La gestion de la sécurité des zones sujettes au mouvement de terrain se fait par des mesures de prévention et de protection des enjeux exposés au risque. Les applications et les corrections apportées pour maîtriser le risque et stabiliser le terrain sont très variables et dépendent du mouvement des terrains prévu. Elles peuvent être regroupées en deux ensembles. Les parades actives ont pour but de prévenir le départ des mouvements de terrain. Les parades passives visent à freiner et à atténuer l'ampleur des mouvements ou à dévier la trajectoire des terrains en mouvement en les canalisant vers des zones d'accumulation sans grands enjeux. Dans ce tableau, nous allons voir les parades passives, puis par la suite les parades actives. Alors, parmi les parades passives, il y a les grillages au filet pendu qui arrêtent les chutes de blocs depuis une falaise ou à partir d'une crête ou depuis un éboulis, où les masses de grande dimension se propagent le long d'un versant. Il y a les barrières fixes ou grillages au filet qui captent et stockent les pierres de blocs isolés ou d'éboulements importants. Déviation latérale vers une zone à moindre risque ou vers des ouvrages de réception de la trajectoire des blocs en masse ou des masses rocheuses dévalant une pente. Il y a des écrans de filets par bloc déformables, les interceptions de blocs en dissipant leur énergie cinétique, en les freinant par différents procédés de déformation et de freinage. Ensuite, les parades actives. Le drainage de surface ou de drainage en profondeur, collecte et évacuation des eaux en amont et aux endroits des zones à traiter, limitation des ruissellements et des infiltrations d'eau dans un massif, écran à structure rigide, la consolidation et l'aménagement des versants en mouvement de stabilisation et soutien des ouvrages construits sur des terrains instables, le béton projeté, les filets et les grillages plaqués, végétalisation de talus, protection active ayant pour but de limiter l'érosion superficielle, et la stabilisation des pentes en terrain meuble et de talus rocheux, l'ancrage de l'armature du béton projeté par des vis de grande taille de plus de 1 mètre contre la paroi déstabilisée, les purges de la léa, suppression des compartiments rocheux ou des blocs arrêtés sur pente, et le soutènement, construction de murs de soutènement et confortement des volumes rocheux potentiellement instables surplombant ou sous-cavés par l'altération. Alors, on a suivi l'évolution de ce glissement de terrain
qui a affecté la sortie est de la ville de Taounet. Sa niche d'arrachement s'est rapprochée progressivement à chaque événement pluvieux important jusqu'en 2007 où il a atteint le mur de la station-service et la route à droite de la station-service. Mais entre 2008 et 2010, c'était des années vraiment pluvieuses. Le glissement a emporté toute la route en 2008. La route a été renforcée et le drainage qu'il fallait ont été apportés. La route a été stabilisée. Mais en 2010, c'est vers la station-service que le glissement s'est déplacé. Et cette fois, il a emporté la moitié de sa surface. Heureusement que les bâtiments ont tenu le coup. Mais tous les matériaux dans lesquels sont enfouis les citernes ont glissé. Heureusement que les citernes n'ont pas été déplacées. Avec ce mur de soutènement en béton, le propriétaire a apporté les corrections qu'il faut. Le site semble stabilisé, mais les gradins en entier sur lesquels ont été apportées ces deux corrections semblent s'enfoncer progressivement en attendant des événements pluvieux importants. Il faut dire que les précipitations qu'a connues le Maroc en 2008 et 2010 ne s'étaient vues qu'en 1962-63. Un autre site, cette fois-ci, à l'entrée sud de la ville de Taounet, est aussi instable. Cette plateforme où se trouve le camion a maintes fois été emportée par le mouvement de masse et à chaque fois, elle a été refaite par l'entassement des débris issus des creusements des caves et des déchets de construction. Nous arrivons à la fin du risque des mouvements de terrain en masse. Les deux vidéos prochaines porteront sur le risque des inondations. Je vous remercie.